Il faut, je crois, repenser les architectures nationales de sécurité. Il faut renforcer les moyens qui leur sont alloués, parce qu'au fond, si l'Afrique est confrontée à autant de crises de nos jours, c'est précisément parce que les investissements nécessaires n'ont pas été faits en temps utile. Alors, on le voit bien, la réforme du secteur de la sécurité, c'est quelque chose qui a été crucial dans la remarquable sortie de crise en Côte d'Ivoire. Si ça n'avait pas été géré de manière aussi volontariste, et ça n'a d'ailleurs pas encore totalement fini, mais je pense que la Côte d'Ivoire n'aurait pas renoué ainsi avec tout ce progrès qu'elle a connu au cours des 5 dernières années. Et on voit bien que dans un autre pays de la région, comme la Guinée, la réforme du secteur de la sécurité est un outil crucial pour prévenir de nouvelles tensions et de nouveaux germes de conflits. Donc je crois que dans ce secteur, les Nations Unies ont une expérience forte, variée, et que nous pouvons apporter aux pays qui le souhaitent tout notre concours. Et puis, n'oublions pas qu'investir dans la sécurité, c'est aussi de plus en plus investir dans des technologies qui, au fond, sont génératrices souvent d'économies. Utiliser des drones de surveillance aérienne, ça revient moins cher que de faire voler des avions de patrouille, des hélicoptères. Et je crois que les Nations Unies, de ce point de vue-là, ont beaucoup d'expérience acquise ces dernières années. Non sans difficulté, parce que quand je suis arrivé aux Nations Unies il y a 5 ans, l'idée même d'utiliser des engins de surveillance aérienne, des drones, ça faisait pousser des hurlements, ça donnait des crises d'urticaire à certains. Mais maintenant, le fait est que c'est d'usage courant, c'est accepté et c'est une nécessité. Autre exemple, surveillance urbaine, Bangui, où il y a 1 an, dans la préparation des élections, nous avons déployé des ballons captifs avec des systèmes de surveillance optique, des capteurs divers, et ça a été, je crois, un facteur crucial dans le renforcement de la sécurité dans la capitale centrafricaine, et tout le monde le reconnaît. Et puis, il y a aussi cet outil crucial, plus que jamais, qui est la question du renseignement. On ne fait plus l'économie maintenant de politiques de renseignement extrêmement poussées, extrêmement bien dotées, en moyens de toutes sortes, moyens électroniques, moyens humains. Je crois qu'on ne gère plus la sécurité de nos jours en étant aveugle et sourd. Il faut avoir tous les capteurs possibles, et je crois que là aussi, c'est un investissement nécessaire. Et puis le second aspect, et ce sera mon second point, c'est l'importance de la coopération régionale ou sous-régionale. En Afrique, où toutes ces crises s'imbriquent, où elles ont pratiquement pour toutes une dimension plurinationale, transnationale en tout cas, je crois qu'il s'impose de trouver des solutions à l'échelle continentale ou en tout cas à l'échelle régionale. Et c'est bien l'esprit d'ailleurs de la Charte des Nations Unies du chapitre 8 qui est de se reposer, de travailler chaque fois que c'est possible avec les organisations régionales, parce que ce sont elles qui ont l'expérience, la connaissance et un avantage comparatif tout à fait marqué. De ce point de vue-là, au niveau de l'Union africaine, il faut noter que, et je crois, Monsieur le Président de la République, qu'il faut en féliciter votre délégation à New York, le Conseil de sécurité, au mois de novembre, le mois dernier, sous la présidence sénégalaise, a adopté une résolution qui élève la relation entre les Nations Unies et l'Union africaine au niveau d'un véritable partenariat, un partenariat que nous sommes en train de renforcer par tous les moyens. Nous avons actuellement en cours de finalisation un cadre de coopération sur toutes les questions de paix et de sécurité sur le continent. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait prometteur. Alors évidemment, ça n'est pas quelque chose de simple. Il y a notamment une dimension très cruciale qui est encore en discussion sur les côtés financement. Car ce dont nous avons besoin, l'Union africaine comme nous, c'est d'une perspective prévisible et durable pour toutes les opérations que gère l'Union africaine.
Vous le savez, il y a cette proposition dont s'occupe le professeur Kaberuka, qui consisterait à ce que la communauté internationale contribue 75% du coût des opérations de paix de l'Union africaine elle-même assurant les 25% restants. Tout ceci, c'est en discussion, encore une fois, mais je crois que nous savons tout le travail qui a été fait ces dernières années sur le projet de force africaine en attente, African Standby Force, qui, je crois, offre de vraies perspectives. L'Union africaine a montré qu'elle savait se déployer rapidement, évidemment à charge pour les Nations unies de prendre le relais un petit peu plus tard. Mais je crois que la capacité de réaction, la capacité politique, les capacités militaires, tout ceci est évidemment déterminant. Alors, les exemples, évidemment, abondent, et je pense notamment à toute la coopération nécessaire avec les pays du G5 Sahel, car toute cette bande sahélienne vit des problèmes communs, des problèmes douloureux, des problèmes terribles même, et qu'une approche régionale reposant sur une véritable politique d'échange de renseignements, une politique de coopération entre services de garde-frontières, entre armées, entre polices, tout ceci s'impose si on veut arriver à contrer cette menace que fait peser cette espèce de conjonction malsaine entre le djihadisme et les trafics en tout genre, y compris la drogue. Et puis, il faut réfléchir un petit peu au-delà. Nous voyons bien que l'Afrique de l'Ouest vit des problèmes d'insécurité du trafic maritime. Alors, on peut parler de piraterie. Je sais que juridiquement, ça ne se produit pas toujours dans les eaux internationales et qu'à ce moment-là, il faut parler d'autre chose. Mais c'est bien la même idée. Et je peux vous dire que j'ai demandé à mes services, déjà depuis 2 ans et demi, de réfléchir au concept d'une opération de lutte contre la piraterie, utilisons ce mot, même s'il est un petit peu impropre, dans toute cette région, car vraiment, il y a là aussi des interactions qui sont perverses et porteuses de risques pour toute la région. Il y a l'initiative de la côte ouest africaine, il y a toutes sortes de coopérations, mais je crois qu'une véritable opération maritime, faisant appel à des frégates, à des hélicoptères, à des drones de surveillance, s'imposera un jour ou l'autre. Certains membres du Conseil de sécurité ont un peu tordu le nez en voyant ce concept, en disant que ça allait coûter de l'argent. Je leur dis oui, ça coûte de l'argent, mais ça coûte moins cher aujourd'hui que ça ne coûtera dans 5 ans ou dans 10 ans si nous ne faisons rien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis n'oublions pas aussi toutes les dimensions judiciaires aussi des problèmes de sécurité, la lutte contre l'impunité, et je crois quelque chose qui s'impose. Alors je n'entrerai pas dans un sujet qui est complexe, celui de la Cour pénale internationale, mais je note qu'il y a quand même des initiatives tout à fait remarquables. Le fait que, par exemple, l'Union africaine ait lancé le concept d'une cour hybride au Sud-Soudan. Ça ne s'est pas encore matérialisé, mais je pense qu'il faudra que ça entre en jeu parce que la sécurité, c'est aussi le fait qu'un jour ou l'autre, ceux qui ont atteint à la sécurité devront rendre des comptes. Et je note là aussi que le Sénégal a été exemplaire avec cette chambre africaine extraordinaire qui a géré l'affaire Issa.